le soleil se lève sur la Méditerranée. La force H arrive à Oran pour transmettre l'ultimatum de Churchill. Robert Philpott a 20 ans. Il est officier d'artillerie sur le vaisseau amiral HMS Hood. Tout était calme. On n'entendait aucun coup de feu. Il y avait une ambiance plutôt joyeuse à bord. Nous étions tous persuadés que les navires français allaient nous rejoindre. Nous savions que les marins français étaient impatients de poursuivre les combats. Nous ne pensions pas que cela poserait le moindre problème. Les marins français ignorent la situation politique et beaucoup se réjouissent de l'arrivée des Britanniques. André Jaffré, 18 ans, est artilleur sur le Bretagne. Et notre officier, il scrute l'horizon, prend ses jumelles, nous regarde en souriant. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Ça y est, voilà la marine anglaise qui arrive au large. C'est pas vrai? Oui, ils viennent nous chercher. Hurrah, tout le monde content, tout le monde heureux. Pensez donc, les Anglais venaient nous chercher pour continuer la guerre contre les nazis. Léon Leroux, âgé de 19 ans, est télégraphiste sur le Dunkerque, le vaisseau amiral français. Les bruits courent très vite, par conséquent, on a su très vite qu'il y avait une flotte anglaise qui était au large d'Oran. Alors on a su qu'il y avait un petit torpilleur également, le Foxhound, je crois, qui était à l'entrée de la passe, là. Et puis, ça commençait à faire un peu bizarre, ça. Le Foxhound est dépêché pour entamer les négociations. Le reste de la flotte britannique attend à plusieurs kilomètres des côtes. Le capitaine Hookie Holland est à bord. C'est l'ancien attaché naval à Paris et il parle couramment français. Le Foxhound sollicite par signaux une entrevue auprès du commandant français. L'amiral Marcel Jansoul se sent offensé que les Britanniques lui envoient un émissaire aussi peu gradé. Il répond en ordonnant au Foxhound de quitter le port. Mais le capitaine Holland est déterminé à présenter l'ultimatum aux Français. Il tente de rejoindre leur navire à bord d'une vedette rapide. L'un des gros problèmes de Mers el-Kébir, c'était que l'amiral français Jansoul n'était pas compétent pour prendre les décisions. Il manquait de discernement. Il refusait de rencontrer le capitaine Holland, pourtant il le connaissait bien. Il faisait de l'obstruction systématique. Soit il ne voulait pas croire à la détermination des Britanniques, soit il refusait de comprendre la situation. Holland est intercepté au milieu de la baie. Dans l'impossibilité de rencontrer personnellement l'amiral français, il transmet le message à son lieutenant. Les Français ont 6 heures pour rejoindre la Grande-Bretagne, quitter les eaux européennes ou risquer une attaque britannique. L'ultimatum expire à 15h30. Quand il découvre cette mise en demeure, l'amiral Jansoul est furieux. Il ordonne à ses navires de se tenir prêts à passer à l'action. Dans une réponse manuscrite au capitaine Holland, il prévient qu'en cas d'attaque, sa riposte sera immédiate. J'ai un camarade qui travaille là-haut. Il dit, les Anglais nous envoient un ultimatum et on bouge pas, faut rester là. Bon, alors nous, simples matelots, ultimatum, on ne savait pas de quoi il s'agissait exactement. Alors il y avait un message, retour à bord immédiatement. On nous rappelait à bord du bateau. Et on reçoit l'ordre. Tout le monde au poste de combat. À bord du HMS Hood, l'amiral Somerville observe le regain d'activité sur les navires français. C'est alors qu'il reçoit le message de son homologue français. Les ordres de Londres sont clairs. Tout faire pour empêcher les Français de s'enfuir. L'amiral britannique envoie les appareils du porte-avions Ark Royal larguer un barrage de mines à l'entrée du port. Environ 13 heures, j'étais sous le pont, là justement, à respirer un tout petit peu, parce que... Et là, on a vu des avions anglais qui sont venus lancer des mines sur la passe. On s'est dit, tu vois, ici, ça commence à sentir un peu le roussi, quoi. Hein. On se demande pourquoi ils viennent nous bloquer là, quoi. On était pris au piège. L'amiral Jansoul informe ses supérieurs, basés en métropole, de la situation. L'amiral Darlan ressent comme une insulte le fait que Churchill ne croit pas en sa parole. Face à la menace britannique, Darlan envoie un ordre aux navires français.
Toutes les forces déployées en Méditerranée doivent rejoindre Mers el-Kébir pour soutenir l'amiral Jansoul. La fin de l'ultimatum approche, mais l'amiral français sait que les renforts sont en route. Pour jouer contre la montre, il accepte de rencontrer le capitaine Holland. L'ultimatum est suspendu le temps des négociations. C'était en grande partie une tentative de bluff de la part de l'amiral français. Il ne nous croyait pas prêts à ouvrir le feu. Quand Holland monte à bord du vaisseau amiral de la flotte française, Jansoul lui montre les messages secrets envoyés par Darlan 10 jours plus tôt, et notamment l'ordre donné à ses hommes de saboter leur navire si les Allemands tentent de s'en emparer. Les deux hommes sont persuadés que ces révélations vont apaiser les craintes britanniques. Malheureusement, la situation évolue rapidement et leur échappe totalement. À Londres, l'amirauté intercepte l'appel de Darlan aux autres navires français de Méditerranée. Elle prévient aussitôt Churchill que les Français vont recevoir des renforts d'une minute à l'autre. Pour Churchill, il est temps d'agir. Il envoie un dernier message à l'amiral Somerville. Son contenu est bref et brutal. Réglez la situation rapidement. Après avoir reçu l'ordre de Churchill, Somerville transmet une mise en garde au vaisseau amiral français. Si aucun accord n'est conclu dans la demi-heure, il ouvrira le feu. Cette nouvelle a semé la consternation dans le pont inférieur, où j'étais à ce moment-là. Nous ne pouvions pas envisager de tirer sur nos amis et alliés. L'ultimatum a expiré et les négociations ont échoué. Sur cette photo, le capitaine Holland dit au revoir à l'amiral Jansoul. Ce dernier dira plus tard « Nous nous sommes quittés en bons termes ». Il sait pourtant qu'il n'a que quelques minutes pour se mettre en sécurité. L'escadre de l'amiral Somerville lâche l'une des plus grandes bordées de canons de l'histoire de la marine de guerre. L'attaque a été filmée par des marins français. Une salle d'artillerie, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu le temps de respirer. Une autre salle. Et une troisième. Je ne peux pas vous décrire ça, hein, et la peur seulement, quoi, hein, la peur, la frousse, et ce bruit assourdissant qui vous casse des oreilles, et puis vous pensez à vous forcément, mais vous pensez aux autres. Hein. Les navires français sont pris au piège. Ils ne peuvent manœuvrer dans le port. C'était un combat gagné d'avance. Les obus britanniques s'abattent sur les navires français. La troisième salve touche le Bretagne, où se trouve André Jaffré. Une grosse boule rouge, un obus, qui a traversé ma batterie, qui a explosé en dessous, où il y avait toutes les munitions, où il y avait des gasoils, enfin tout ça pour faire marcher la machine, quoi. Je regarde autour de moi. Il y avait un camarade, un pointeur qui avait mis, lui, sa tête dans l'interstice. Il a attrapé un éclat, il a été décapité devant moi, le sang giclé sur moi. Et j'avais envie de vomir. Et moi, j'étais toujours à côté de ma pièce. Et je commençais à cramer, c'est-à-dire brûler par les pieds. Mes souliers étaient en train de cramer. Oh, j'implorais le bon Dieu, la Sainte Vierge, tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne veux pas crever et mourir là à 18 ans. Et les obus continuent à tomber, la fumée partout.
des gars qui criaient, qui hurlaient. Je me souviens, achève-moi, tue-moi, tue-moi, qui était tellement brûlé, amputé. Ils demandaient qu'on les achève. C'est la panique, quoi. Mais donc, c'est la panique. Il faut dire, mais ces obus, là, quels dégâts qu'ils vont faire? Ils vont encore tuer quand même. Non, voilà. Je voyais bien l'eau noire de mazout qui fumait, mais il y avait des petites flammes. Vous savez, le mazout, ça ne flambe pas comme l'essence. C'était comme des frites qu'il y avait dans une bassine à frire, pareil. Et là-dedans, il y avait des hommes qui se débattaient, qui hurlaient, qui se cramponnaient par... C'était abominable. Continuer à tirer du canon et des obus. Il y avait une chose pour moi dans ma tête, je vais sauter à l'eau, descendre le plus profond possible pour être d'abord à l'abri des éclats. Ben, en sautant, je suis tombé dans un mazout bouillant. Ah, je me suis laissé couler. Oh, j'ai été brûlé. Ça m'a fait mal. Je me suis laissé couler, mais il fallait bien respirer. Alors je nageais sous l'eau, plus loin possible, en m'écartant du bateau. Et je ressortais. Mais chaque fois que je ressortais dans du mazout qui était en fusion encore. Mais j'aspirais et la fumée, et le mazout, et tout, et je replongeais. Et comme ça, pendant tant que j'ai pu. Tout en luttant pour sa survie au milieu du mazout en feu, André se retourne pour voir ce qu'il reste du Bretagne et de son millier d'hommes d'équipage. À un moment donné, quand même, je suis tombé dans, disons, n'est-ce pas, un carré où il n'y avait pas de mazout. Et là, j'ai fait la planche, vous savez, sur le dos. Et là, alors, j'ai assisté à un spectacle mais abominable. La Bretagne a chaviré complètement. C'était vite fait, hein. En 20 secondes, elle s'est chavirée, hein. 20 secondes. Sur la Bretagne, il y a eu quand même près de 1000 morts, hein. Tuer du monde, tuer. Tout est une fin pour ces gens-là. Ça, par conséquent, voilà. Voilà ce que j'ai vu. Quelque chose de terrible, d'apocalyptique, que je ne reverrai pas, j'espère que je sais de tout cœur, ce que je n'ai pas vu depuis d'ailleurs. 10 minutes après le début de l'attaque, l'amiral Somerville ordonne le cessez-le-feu. C'était horrible de voir ce que nous venions de faire. Il y avait de la fumée et des flammes partout. C'était un spectacle de désolation. Tout l'équipage était sous le choc. Nous n'étions pas fiers de ce que nous venions de faire. C'est un carnage, et pourtant l'amiral Somerville n'a pas rempli complètement sa mission. Il a bien coulé le Bretagne et neutralisé le Dunkerque, ainsi que plusieurs navires de moindre importance, mais le deuxième croiseur français, le Strasbourg, s'est échappé, accompagné de 5 destroyers. Malgré le barrage de mines à l'entrée du port, il a réussi à s'enfuir et à mettre le cap sur Toulon. L'objectif britannique était de s'emparer de la flotte française par la négociation et la persuasion, mais tout se solde finalement par un bain de sang. Le bilan est très lourd. Dans le camp français, on compte 1297 morts et 350 blessés. Depuis le début de la guerre, aucune bataille navale n'a fait autant de victimes, même contre les Allemands. Ailleurs, l'opération Catapulte obtient de meilleurs résultats. À Alexandrie, l'escadre française a été contrainte à la démobilisation sans effusion de sang. En Grande-Bretagne, près de 200 navires, dont le sous-marin Surcouf, ont été saisis. Ils sont désormais sous contrôle britannique. Churchill doit maintenant expliquer au Parlement britannique, à l'opinion publique et au président américain pourquoi la Grande-Bretagne a apparemment déclaré la guerre à son allié.
Du côté français, la nouvelle du massacre de Mers el-Kébir soulève la colère et l'incompréhension générale. Les Français risquaient à tout moment de nous déclarer la guerre. Si l'amiral Darlan en avait eu l'autorisation, il l'aurait fait immédiatement. Il était furieux. Quelques bombardiers français répondent par un raid de représailles contre la base navale britannique de Gibraltar. Mais ce dernier fait peu de dégâts et aucune victime. Le gouvernement français est toujours sous occupation allemande dans le nord du pays. Il doit gérer les millions de réfugiés jetés sur les routes et il ne peut pas se lancer dans une riposte militaire. La France décide de rompre ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne jusqu'à la fin du conflit. Ils se sont dit, c'est quoi ces sauvages anglais là? La haine, quoi. Évidemment, la haine. Alliés la veille, ennemis le lendemain, on vient vous gouler directement, que les Français pensent. Une trahison, oui, une trahison, non seulement une trahison, mais un crime, un assassinat. Quand vous avez les mains liées comme ça derrière le dos, hein, et qu'on vous pointe des canons devant vous, vous appelez ça comment, vous? Un crime? Ouais, un véritable crime, un assassinat. Pour Hitler, Mers el-Kébir est l'occasion idéale pour développer sa propagande anti-britannique. Sur des affiches, on voit un marin français en train de se noyer, tandis que Churchill, montré sous les traits d'une pieuvre, attaque l'Empire français. Churchill apprend le nombre de victimes causées dans le camp français. Il est horrifié. Quand il a su ce qui s'était passé à Mers el-Kébir, Churchill s'est senti physiquement mal. Il était anéanti. Maintenant, il doit s'expliquer. L'exercice s'annonce difficile. Il s'attend à trouver une chambre des communes scandalisée de savoir qu'il a ouvert le feu sur un allié. Le 4 juillet 1940, soit 54 jours après avoir été nommé Premier ministre, Churchill prononce un discours devant la Chambre des communes dans lequel il justifie sa décision. Cette allocution est ensuite diffusée à la radio. The transference of these ships to Hitler would have endangered the security both of Great Britain and the United States. We therefore had no choice but to act as we did. John Colville, son secrétaire particulier, note dans son journal: Il a raconté dans les moindres détails tout ce qui s'était passé à Oran. La Chambre l'a écouté avec attention et fascination. Certains parlementaires en avaient le souffle coupé. Je l'ai entendu dire « Cela me brise le cœur ». À la fin, il s'est mis à pleurer. Il était submergé par l'émotion. La réaction du Parlement est totalement inattendue. Il a été stupéfait d'être acclamé par la Chambre. C'était une explosion de joie et bien sûr, un immense soulagement. Un immense soulagement que les navires français ne puissent plus être utilisés d'une manière ou d'une autre par les Allemands pour envahir la Grande-Bretagne. Le problème de la marine française a été résolu de la seule manière possible pour nous, et l'enseigne de Saint-Georges flotte toujours. La presse et le peuple britannique approuvent totalement la décision de Churchill. La Royal Navy et la nation soutiennent sans réserve l'action du gouvernement. Mais c'est surtout la réaction de Washington que Churchill attend. En apprenant ce que la Grande-Bretagne avait fait, Roosevelt n'a plus aucun doute sur la capacité de résistance et la détermination des Britanniques. Après Mers el-Kébir, Roosevelt a dit « Je peux maintenant leur envoyer le matériel dont ils ont désespérément besoin, les canons, les munitions, les avions, les chars et tout le reste. Je sais qu'ils ne se rendront jamais. » C'est l'annonce de l'un des événements les plus importants de notre histoire, l'arrivée de 50 destroyers envoyés par les États-Unis. 2 mois après l'attaque, Roosevelt donne enfin à Churchill les navires nécessaires à la poursuite de la guerre. Le fruit de la coopération des 2 grands peuples anglophones de la planète dans le combat contre l'agression nazie. Mers el-Kébir a ouvert la voie à la contribution américaine à l'effort de guerre britannique.
Pour Churchill, la décision d'attaquer d'anciens alliés était justifiée. Au regard des Français, cette opération n'était absolument pas nécessaire. En novembre 1942, les nazis occupent le sud de la France et tentent de s'emparer des navires de guerre français amarrés dans la rade de Toulon. André Jaffré a survécu à l'attaque de Mers-el-Kébir et se trouve sur son navire quand il apprend l'arrivée des Allemands. Dans la nuit, tout le monde était réveillé, et puis ils savaient que les Allemands, on les entendait, les chars d'ailleurs au loin. Les cliquis des chars, là. Les marins français exécutent l'ordre secret donné par l'amiral Darlan plus de 2 ans plus tôt. Ils sabotent leur propre navire. J'ai assisté au sabordage, quoi, tous les bateaux qui ont explosé. Parce que là aussi, moi, armurier, là, j'ai saboté mon matériel. Là. J'ai mon canon de 90 à coup de masse. J'ai cassé les filets et tout ça. Et puis et les matelots, et les mousquetons cassés, puis les Allemands sont arrivés. Les Français parviennent ainsi à désarmer près de 70 navires avant que les Allemands ne puissent les arrêter. Ils arrivaient là, tout fiers, tout beaux, ils disent ça y est, on va avoir une belle escadre. Puis rien du tout sabordé. Mais c'était furieux. Ah ben dis donc, ils avaient fait du chemin pour venir chercher des bateaux qui croyaient tout, et puis il y avait toute une escadre là. Et je me rappelle un camarade Boulangeau, Pinot, on était, il se marrait, mais oui, mais coup de crosse dans les reins, coup de botte dans le... Ah oui, il nous frappait par terre. Ah les salauds. Ouais. Pour beaucoup, ce sabordage est la preuve absolue que les navires français ne risquaient pas de passer sous contrôle allemand, et pire encore, que l'opération britannique à Mers-el-Kébir était une trahison injustifiée. Quelques jours plus tard, Winston Churchill reçoit un courrier de l'amiral Darlan. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez dit « Darlan, j'espère que vous ne livrerez jamais la flotte ». Je vous ai répondu « Il n'en est pas question ». Il me semblait que vous n'ajoutiez pas foi à ma parole. La destruction volontaire de la flotte à Toulon vient de prouver que j'avais raison. Voilà pourquoi, près de 70 ans plus tard, les rescapés de Mers-el-Kébir éprouvent toujours une grande amertume. Winston Churchill aurait dû croire aux papiers signés, aux ordres transmis à la flotte française par l'amiral Darlan. Je n'ai pas pardonné à Churchill, je n'ai pas pardonné à tout le gouvernement anglais, etc. Ça, je ne pardonnerai jamais. Malgré les souffrances endurées, André Jaffré n'en veut pas aux Britanniques. Non, pas plus de trahison, ça c'était la guerre avec tous les déroulements des conséquences d'une guerre. Vous avez vu des guerres intelligentes? Disons, j'ai eu de la tristesse, une tristesse profonde de savoir que des amis anglais nous avaient coulé, mais bien sûr, mais que faire? En fait, je ne veux pas... Moi, je parle d'égal à égal avec un matelot anglais, et moi, matelot français. C'est les chefs comme ça qui décident, voilà. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Dans son discours devant la Chambre des communes, Churchill a dit que l'histoire serait seule juge. Et quel a été le verdict? Pour la France, c'est presque un crime de guerre, parce que les Britanniques ont tué plus de 1200 marins français. Pour la Grande-Bretagne, c'était la seule manière de sauver la nation. Nous n'avions pas le choix. Si les Américains étaient déjà entrés en guerre, nous aurions peut-être pu l'éviter. Mais la Royal Navy n'était pas de taille à combattre la flotte allemande et la flotte française. Ça a été très pénible, mais c'était nécessaire. En temps de guerre, il faut parfois faire des choses que l'on déteste.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 3 juillet 1940, la force anglaise commandée par l'amiral Somerville croise devant Mers el-Kébir, près d'Oran, en Algérie. Aux forces françaises, fortes d'une dizaine de bâtiments, elle adresse dans la matinée un ultimatum qui tient à peu près en ces mots. Vous avez 6 heures pour rallier nos forces ou vous sabordez. Sinon, nous vous coulons. Commencent alors des négociations à bord du Dunkerque entre l'amiral Jean Soult et le commandant Holland. Elles n'aboutissent pas faute de temps. À 17h55, le croiseur de bataille anglais HMS Hood ouvre le feu. À l'occasion du 70e anniversaire de ce drame qui a coûté la vie à 1300 marins, nous recevons Hervé Graal, président de l'Association des anciens marins et des familles de Mers el-Kébir. Merci Paulette. Le 3 juillet, monsieur Graal, comment est la flotte française à Mers el-Kébir et qu'est-ce qu'il se passe? On peut dire effectivement que ce qui s'est passé à Mers el-Kébir est un peu un enfant de l'armistice, puisque depuis le 24 juin, au soir, l'armistice qui a été signé avec l'Allemagne d'abord le 22, puis avec l'Italie, est entré en vigueur. Si les armées ont été battues, la flotte est invaincue et elle s'est réfugiée d'une part en Afrique du Nord et d'autre part en Angleterre. Et donc elle est à l'abri d'éventuelles saisies de la part des Allemands ou des Italiens. Par contre, très vite, un doute est apparu de la part des Britanniques qui avaient peur justement que la flotte ne tombe aux mains des Allemands, ce qui était, on le verra, difficilement imaginable, mais par mesure préventive, ils ont imaginé une action à multiples pour contrôler les bateaux français, voire même militaires et civils, voire même les détruire. Ça s'appelle l'opération Catapulte, qui n'était pas circonscrite à Mers el-Kébir, où là il y avait un nom particulier qui s'appelait Anvil en anglais, qui veut dire enclume. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais de toutes ces mesures, c'est celle de Mers el-Kébir qui a été la plus dure, la plus sanglante d'ailleurs, la plus meurtrière. Elle a été conçue très peu au moment de l'armistice pratiquement, et elle a été montée en l'espace de moins d'une dizaine de jours, puisqu'elle s'est produite moins de 10 jours après la signature de l'armistice. Et le 3 juillet au matin, une flotte britannique qui s'appelait la Force H s'est présentée devant Mers el-Kébir en tout début de matinée. Et elle a essayé d'entrer en contact avec l'amiral Jean Soult qui commandait la flotte française à Mers el-Kébir. Des pourparlers ont commencé, mais très vite les Anglais ont fait preuve d'exigences très, très dures et tellement impossibles à respecter que l'amiral Jean Soult a refusé, considérant que c'était un véritable ultimatum. Cela dit... Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ultimatum ? En deux mots. En deux mots, on proposait aux bateaux français de rejoindre la flotte anglaise. On lui proposait également d'aller dans un port neutre ou alors de se réfugier aux Antilles. Toute chose qui était impossible au regard de la convention d'armistice et risquait des représailles de la part des Allemands et des Italiens. Donc, et si on ne respectait pas ces propositions, il était prévu que la flotte soit attaquée et coulée. Quelle marge de manœuvre avait l'amiral Jean Soult par rapport à cette revendication? Très faible, dans la mesure où déjà la flotte était disposée de telle manière qu'elle ne pouvait pas résister, étant donné qu'elle était embossée l'arrière vers la jetée, donc la principale artillerie était tournée vers la terre. Donc il avait très peu de chances de pouvoir riposter. Par ailleurs, les bateaux étaient à 6 heures d'appareillage, ils ne pouvaient pas partir comme ça comme par enchangement. Et enfin, dans le milieu de la journée, les Anglais ont mouillé des mines dans l'entrée de la passe. Donc il était réellement prisonnier. Et quelle était la position de l'amiral Jean Soult par rapport à Vichy?
Avait-il des dérogations? Était-il maître de sa destinée? Disons qu'il avait eu des ordres précis qui éventuellement lui permettaient, par exemple, de s'aborder sa flotte si jamais il y avait des velléités de la saisir, de la part de n'importe qui, que ce soit des Allemands ou des Italiens. Et d'autre part, le problème auquel il a été confronté, c'est qu'il y avait très peu de communication, étant donné qu'à ce moment-là, l'amirauté était sur les routes il n'y avait à certains moments aucun moyen de communication. Si bien que quand il en a rendu compte, c'est l'adjoint d'Arlan qui a répondu et qu'il n'a pas pu donner d'autres ordres que de dire de résister. Mais il n'avait pas les moyens d'apprécier la situation. Il y a un problème de communication qui a certainement joué dans cette affaire. Donc à un moment donné, les Français et les Anglais ne sont plus d'accord? Alors c'est un constat, mais jusqu'à la dernière minute, Jean Soult n'a pas cru. Il a cru à un bluff de la part des Britanniques, alors que de l'autre côté, Churchill et l'amirauté faisaient pression sur l'amiral Somerville qui commandait la force H. Et donc, à un moment donné, le plénipotentiaire britannique est parti vers 5h30 de l'après-midi. Et une demi-heure après, ils ouvraient le feu. Alors, à ce sujet, nous avons un témoignage de rescapé de Mezalkébir qui nous parle de cette fameuse journée. Regardons. Il était à peu près environ 5h, 17h, je veux dire. Hein. 17h passé, 17h30 par là. Il y a un collègue qui me dit... Il y a des bateaux là au large là. Il dit ça doit être des Italiens. Bon ben écoutez, demi-tour, et les Anglais sont au large. Alors, tout le monde content, on fait hurrah, on était heureux. On a regagné le bord, à ce moment sur le pont. Et c'est là que les officiers étaient, et puis le capitaine d'armes nous a dit allez, tout le monde au poste de combat. Mais on ne savait rien encore. Si, on était convaincus à ce moment-là que les Anglais venaient nous chercher pour continuer la lutte. Non, ils ne viennent pas nous chercher, ils viennent pour nous couler si on ne va pas avec eux. Consternation à bord. C'était des amis, on a fait des patrouilles ensemble. On faisait la chasse aux sous-marins allemands. Et jamais on s'attendait à ce que cela se retourne contre nous, pas de doute. Ben non, il y a eu un ultimatum, l'armistice, l'amiral Jean Soult n'est pas d'accord. C'était vague, mais enfin, c'était des morceaux de conversation qu'on avait. Tous les bateaux étaient là, mais l'arrière du bateau était contre le quai. Donc il y avait tout le long du quai, tout le long de la digue, c'est une digue. Et vous aviez le Dunkerque, vous aviez le Provence, c'était nous, le Strasbourg, le Bretagne et le Commandantès. Un bruit énorme, des obus tombent sur la digue à laquelle était amarré le Bretagne et les autres bateaux. Et deuxième salle, peu après, un obus est tombé en plein dans la batterie où j'étais, a traversé, a explosé, il y avait le feu partout. Là, ça a commencé à cramer. Et c'était la panique, que faire? Mais alors en dessous, moi, je voyais ça, des corps qui étaient en train de se tordre, qui carbonisaient, et des hurlements sans cesse, comme un gros chalumeau. J'ai vu une grande flamme qui a balancé les hommes, ce qu'il en restait, contre des caissons. Et puis, alors bon, j'ai réussi à arriver à l'échelle qui montait sur le pont. Et là, sur l'échelle, c'était la bagarre, c'était à qui serait passé sur l'autre. Et quand j'ai voulu monter, moi, j'ai reçu un coup de poing vraisemblablement. J'ai été pas dans nos coudes, mais presque quoi, dans les pommes. Je suis revenu à moi, mais le bateau, il chavirait déjà. Et en chavirant, l'échelle s'est décrochée et a écrasé sous elle les gars qui se battaient. Et moi, j'étais contre ce qui était la paroi jadis, était devenu plancher. Ce qui m'a permis, moi, c'était un miracle, de pouvoir accéder directement au bord pour accéder au pont. J'ai vu, là, à l'avant, il y avait le drapeau français avec une drisse, et puis le pavillon, quoi. Et il y avait des gars qui étaient agrippés, là, qui étaient coincés, là, ils se tenaient, parce qu'ils ne savaient pas nager. Il y avait beaucoup de réservistes à bord.
J'ai regardé en bas, mais j'ai vu là, c'était comment ça bouillonnait, c'était du mazout en fusion, et des gars qui cramaient là-dedans comme dans une bassine à frites, pareil quoi. Et là, je suis tombé dans le mazout en flammes, mais je me suis laissé couler carrément, le plus profond possible. Et j'ai fait quelques brasses pour me éloigner de la coque du bateau. Puis je refaisais surface, mais à chaque fois, j'avais le visage qui était brûlé, atroce. Et puis, je nageais. Et alors, j'ai fait quelques brasses comme ça. Puis, à un moment donné, le mazout est scindé en plusieurs morceaux. J'ai pu respirer puis faire la planche, quoi. Je me rappelle quand j'étais là en train d'attendre le départ du bateau, avoir vu le Dunkerque, non pas le Dunkerque, le Strasbourg filer comme ça le long de la côte de Canastel. Ouais. Alors là, j'ai vu le spectacle affreux, le bateau qui chavirait. Il y a eu une espèce de ressac enfin, qui m'a écarté assez loin. Et là, j'étais dans une zone, disons, plus claire. Mais la mitraille continuait. Sans arrêt, ça mitraillait. Alors, à un moment donné, j'ai vu le Strasbourg qui a passé pas loin de moi. Ils sont passés dans l'hélice du Strasbourg qui sortait à toute pompe, lui, de la rade. Et puis, il commençait déjà à tirer, lui. Hein. Comme le Dunkerque, il n'a pas pu appareiller. Il a été touché. Le Provence également a été touché. Donc, il n'a pas pu appareiller. Et le Bretagne, lui, il a reçu une salve dans la soute à munitions. Donc, le bateau, il a éclaté. Il a chaviré, il a coulé, avec près de 900 hommes à bord. Et donc, au porte-voix, j'ai entendu le commandant, il a dit machine avant, toute. Le bateau a commencé à remuer, quoi, à bouger. Et là, après, bon, j'ai su que le bateau sortait du port. Puis j'ai vu une barcasse qui venait vers moi, enfin qui naviguait. Et je vais vers elle, mais elle était chargée à ras-bord de gars, quoi. Et comme c'était vraiment à ras-bord, je me suis accroché, il y avait un qui ramait, il avait vu sa rame, et puis il a fait le mouvement, il m'a dit, écoute, si tu accroches, on chavire, hein, je préfère te dire, n'accroche pas, et puis il était menaçant. Il dit, va à l'arrière, et puis on te tirera, bonne idée. Alors je me suis laissé couler vers l'arrière du bateau. Et là, il y avait un bout qui traînait avec une laisse. Alors, je me suis agrippé au bout d'abord, puis j'ai vu laisse, un crochet, et j'ai ma plaque d'identité, la plaque à chien, on appelait ça. Et je me suis laissé tracter. J'avais pied, et l'eau n'arrivait que là. Mais ici, j'ai pied, c'est que je peux marcher. Et puis alors, j'ai vu les galets de la côte à Dainel-sur-Turc, là, arriver là. Les galets qui étaient déjà tout noirs déjà, les cheveux cramés, les sourcils, tout était brûlé. Et puis je voyais là des gars, des troncs, des cadavres qui flottaient à moitié, d'autres qui bougeaient encore, puis des atroces. Et c'est là que le bateau a été complètement ébranlé, quand on a passé la passe. Parce que les Anglais, ils avaient miné tout la passe pour rentrer dans le port. Et heureusement que nous, on avait une ceinture antimagnétique sur le Strasbourg. Quand on a passé la passe, c'est là qu'on a aperçu que c'était le Hout qui tirait, parce que les coups de canon qu'il faisait étaient beaucoup plus forts que les autres. Parce que le Hout avait des canons de 380. Et à un moment donné, le bateau, il y a eu un coup de roulis assez fort. Un coup de roulis comme ça, et puis plus de courant, hein, et tout. Après le coup il n'y a plus de courant. Le 6, les Anglais sont revenus, croyant que le Dunkerque et tout ça était encore en état de naviguer. Et ils sont venus avec leur aviation, ils ont mitraillé même les blessés qui étaient sur le pont, ils en ont tué pas mal même. Et voilà. Est-ce que l'on pouvait éviter cette tragédie ? Bon, c'est une question qui a fait l'objet de controverses depuis très longtemps, en s'appuyant d'abord sur le fait qu'à Alexandrie, les choses se sont mieux passées dans la mesure où il y a un accord qui a été passé entre l'amiral Godefroy, qui commandait la flotte française, et l'amiral Cunningham, qui commandait la flotte britannique. Mais les conditions étaient totalement différentes à Mers el-Kébir. De toute manière,
contrairement à ce qu'on a pu croire à un certain moment, les Britanniques, sous la pression de Churchill, ont tout fait pour que ça aille jusqu'à son terme et jusqu'à l'affrontement. Donc je crois que on peut dire... Il y avait une volonté politique? Il y avait une volonté politique et une nécessité politique pour Churchill, en sorte qu'on ne pouvait pas sortir, même si ça ne paraissait pas nécessaire sur le plan stratégique, et des amiraux anglais l'ont dit, dont Cunningham, le principal, ce n'était pas nécessaire, mais c'était inévitable. C'était inévitable parce que Churchill avait besoin de faire de cette épreuve de force pour asseoir son pouvoir au sein d'un gouvernement parmi lesquels il y avait encore des gens qui étaient prêts à faire une paix de compromis avec Hitler. Donc c'était un jusqu'au-boutiste? C'était un jusqu'au-boutiste, il l'a montré, mais c'est vrai aussi qu'il a été à un moment le seul à vouloir résister contre l'Allemagne hitlérienne. Et bon, dans ce cas précis, c'est au prix du sacrifice de marins français, mais il n'avait, je pense qu'il n'avait aucun état d'âme dans cette affaire. Et quelles sont les conséquences d'un tel drame, alors, au moment où ça se produit? D'abord, et essentiellement, c'est qu'il y a 1300 marins qui sont morts en l'espace de quelques minutes, de 17 minutes. Le combat a duré 17 minutes seulement. C'était une avalanche d'obus et un bombardement extrêmement intense. Oui, c'est une boucherie. Le mot n'est pas trop fort, puisque même Sommerville se l'est appliqué à lui-même quand il a écrit à sa femme postérieurement qu'il se considérait comme le boucher de Merzel-Kébir. Il y a eu des conséquences autres que les victimes. C'est que, d'une part, le recrutement qu'on aurait pu espérer dans les forces navales françaises libres s'est complètement tari à ce moment-là. Par ailleurs, les bateaux, une fois rescapés, ceux qui ont pu s'échapper, se sont réfugiés à Toulon, à portée cette fois des Allemands, qui n'ont pas manqué d'essayer de les capturer en 1942. Et en 1942, on a eu la démonstration que la flotte française avait bien pris des mesures pour se saborder. Les ordres de Darlan. Les ordres de Darlan. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, de par le monde, des réactions qui ont été positives pour Churchill, puisqu'il a réussi à convaincre Roosevelt, ce qui était très important pour la suite de cette guerre, et en même temps de montrer à Hitler qu'il tiendrait quoi qu'il en coûte. Ouais. Alors, 70 ans après, pour ces marins qui ont disparu à Merzel-Kébir et pour leurs familles, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ce qu'il faut noter et regretter, c'est que ces marins qui vraiment n'avaient commis aucune faute, au-delà des souvenirs atroces qu'ils ont pu garder, ont été l'objet d'une véritable stigmatisation, à tel point que certains, ayant poursuivi leur carrière dans la marine, même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont été bridés dans leur avancement, etc. Bon, ça a été vécu par différents témoins que j'ai pu interroger, et donc c'est une réalité. C'était considéré comme un déshonneur? Quelque part, oui. On ne l'avouait pas, mais c'était ressenti comme tel. Nous avons d'ailleurs un témoignage d'un ancien rescapé qui nous raconte ce qu'il a vécu lorsqu'il est parti amener quelques photos et quelques souvenirs de son camarade disparu. J'avais pris les photos de la tombe d'un de mes amis qui avait été tué là-bas, et camarade. Et j'avais été lui porter les photos, de moi qui était très médevenne, j'avais été lui porter des photos de la tombe à sa famille. Sa mère était morte entre-temps, et puis c'est sa sœur qui m'a reçu. Et ça lui faisait ni flot ni fla. J'avais même regretté d'avoir été là-bas, parce que voilà comment on nous considérait, comme quoi on n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de pardonner un tel drame? Je dirais que pour moi, le pardon, c'est d'abord un sentiment personnel, bien sûr. Je peux dire que certains le font, certains pardonnent, d'autres difficilement.
Pour ce qui me concerne, oui, j'ai pardonné, mais je me rallie à l'attitude de l'association qui dit on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Après un tel drame, est-ce que les relations franco-anglaises sont toujours au beau fixe? C'est vrai que le temps passe et qu'il faut prendre ses distances et relativiser un certain nombre de choses. On n'est plus dans les mêmes dispositions d'esprit qu'à l'origine. Et nous avons pris l'initiative, au titre de l'association, de nous rapprocher des Britanniques. À cet effet, nous avons rencontré des anciens marins du Hood, qui était le navire amiral de Sommerville à Mers-el-Kébir. Et j'ai personnellement rencontré le président, qui était lui-même le dernier rescapé du Hood lorsqu'il a été coulé par le Bismarck. Et je dois reconnaître que cet homme était profondément humain. Et ensemble, au cours de cette discussion, nous avons voulu œuvrer vers une réconciliation. Une cérémonie a eu lieu le 3 juillet à la Pointe Saint-Mathieu à Plougon-Velin pour commémorer le 70e anniversaire du drame de Mers-el-Kébir. Des associations d'anciens combattants tant françaises que britanniques s'étaient jointes aux rescapés de Mers-el-Kébir, accompagnés de leurs familles. Cette cérémonie était présidée par Pascal Meillot, préfet du Finistère, Sir Peter Westmacott, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et le vice-amiral d'escadre Anne-François de Saint-Salvi, préfet maritime. 70 ans après, une question lancinante reste posée, à laquelle nous n'avons encore aujourd'hui aucune réponse satisfaisante et exempte de toute polémique. Pouvait-on éviter ce drame ? Et si, comme l'ont d'ailleurs affirmé en leur temps certains amiraux britanniques, et non des moindres, cette action n'était pas nécessaire sur le plan stratégique, comment donner un sens au sacrifice de ces marins